Bonjour, je suis le docteur Julie Ingrid, je suis la chef de service d'endocrinologie au CHU à Nîmes et on m'a demandé aujourd'hui de parler des traitements féminisants. On fait déjà tout d'abord un état des lieux. En général, la personne, quand elle arrive au CHU en endocrinologie, c'est qu'elle a déjà fait un parcours, c'est qu'elle est déjà dans un questionnement qui est quand même assez abouti. Et donc, quand ils viennent voir l'endocrinologue, c'est qu'ils ont besoin d'hormones. Donc voilà, donc le but aujourd'hui, c'est de parler des hormones. En France, on a différents types d'hormones à disposition, et donc c'est essentiellement de l'œstrogène. L'œstrogène, on va pouvoir le mettre en application, ce qu'on appelle percutanée, donc sur la peau. On va pouvoir le mettre sous forme de crème ou de gel. Et puis il existe également des patchs. On conseille en premier lieu la voie transcutanée parce que c'est la plus sécurisée. Elle est normalement autant efficace que la forme orale. En tout cas, dans les études qu'on a à disposition, il y a quand même maintenant un assez grand recul sur les personnes trans qui prennent des hormones féminisantes. En termes de disponibilité dans le sang, ça peut être variable selon les personnes. Alors déjà, selon si vous êtes plus ou moins poilu, si vous êtes plus ou moins grand, si vous êtes plus ou moins de couleur de peau différente, etc. Le passage dans le sang ne va pas être systématiquement le même. Parce que moi, ce que je fais systématiquement, tout le monde ne le fait pas, mais moi je pense que c'est quand même bien de le faire, c'est de vérifier au niveau des dosages hormonaux pour savoir où on en est. Parce que des fois, on va atteindre des dosages très très élevés et puis l'effet souhaité par la personne n'est pas au rendez-vous. Et donc, ça ne sert à rien des fois d'augmenter. Il vaut mieux changer de molécule plutôt que de persister et d'avoir les risques en termes d'œstrogène. Les risques d'avoir une hyperœstradiolémie, ça va être d'augmenter également la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone du lait, donc fatalement, quand il va y avoir une augmentation du volume mammaire, au début, il va y avoir un petit pic de prolactine. Alors, la phase au départ de la mise sous œstrogène, elle va faire un peu pousser les seins. Et ce phénomène-là, qui est en fait une deuxième puberté, si vous voulez, ça va donner aussi une douleur mammaire de la même façon que la glande, elle commence à pousser. La même façon qu'une petite fille de 12 ans ou 13 ans va avoir les seins qui poussent et va avoir mal, en fait, la personne trans, elle va avoir ces symptômes. Donc, il faut savoir aussi leur expliquer le pour, le contre et les effets secondaires, c'est-à-dire les effets attendus, eux, ça va être d'avoir rapidement du volume. Non, on n'est pas des machines et c'est pas d'un claquement de doigts. Donc ça va passer par des premières phases. Moi je l'explique, que ce soit homme ou femme, que cette phase de transition, justement, c'est une phase de transition. C'est pas tout d'un coup, c'est une deuxième puberté, donc avec tous les effets secondaires de la puberté, avec possiblement les boutons qui reviennent, possiblement, voilà, bon, avec les oestrogènes, c'est quand même un peu plus soft, mais c'est pour ça qu'on commence par les voies transcutanées, parce que c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus acceptable, et associé à ça, on peut rajouter des bloqueurs. Alors, en termes de bloqueurs, parce qu'il y a toute une grosse polémique là-dessus, mais on est bien obligé d'en parler quand on parle du traitement féminisant, on a différentes strates ou différentes possibilités et qui agissent à différents endroits. Donc en tant qu'endocrinologue, nous on connaît très très bien tout ça puisqu'on l'utilise justement chez des personnes qui ont des pubertés précoces pour bloquer l'axe gonadique. Et donc chez une femme trans, on va bloquer des fois la fabrication de la testostérone par des injections qu'on appelle des analogues, en fait, qui bloquent au niveau de l'hypophyse la fabrication de ce qu'on appelle les gonadotrophines. Les gonadotrophines, c'est LH et FSH qui stimulent les gonades. Donc les gonades, testicules, ovaires. Donc là, le but, c'est d'empêcher les testicules de fabriquer de la testostérone. Comme elle n'est plus fabriquée, elle va avoir moins d'effet sur le tissu cutané et donc petit à petit moins de fabrication des poils, petit à petit moins d'érection, petit à petit, etc. Et donc surtout le taux de testo va baisser. Ajouté à ça, on rajoute les oestrogènes. Donc ça, c'est une possibilité, c'est pas du tout obligatoire. Deuxième possibilité, donc l'androcure ou l'acétate de cyprotérone, en fait, il a été énormément débattu parce qu'on s'est rendu compte, comme les grosses doses de progestérone par ailleurs, qu'il multipliait le risque de méningiome. Donc le méningiome, c'est des tumeurs du cerveau, par 8. Donc fois 8 le risque d'avoir une tumeur au cerveau. Et donc ce risque-là, il n'est pas acceptable si on le prend d'emblée comme ça. Donc le but, c'est toujours pareil, de discuter le pour, le contre, et surtout de faire un état des lieux avant. Enfin moi, en tout cas, en tant que médecin, après, les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais en tant qu'endocrinologue, je me dois d'être sûre que si je prescris de l'androcure, parce que dans les traitements ou dans le panel des traitements,
il n'y a que ça qui fonctionne, ça sera de faire d'abord une IRM du cerveau pour être sûr que déjà il n'y a pas un méningiome avant, parce que sinon on le fait pousser. Et puis ensuite, dans les règles de prescription et de remboursement, de toute façon, ils vont le demander à la pharmacie. Pas plus tard qu'hier, j'en ai eu une pharmacie qui m'a renvoyé une ordonnance en disant attention, il n'y a pas le consentement. Donc la personne doit donner son consentement comme quoi il a bien compris, qu'on l'a bien informé, qu'il y avait un risque de méningiome et qu'il ferait le suivi. Et on commence à des toutes petites doses. On dit dans les recommandations de la SOC 8, on recommande même un quart de comprimé, alors qu'avant on était à 1, 2 des fois, et on s'est rendu compte que c'est tout autant efficace. Donc on va commencer une toute petite dose, et puis après au pire si ça marche pas on augmentera. Alors c'est vrai que quand les gens viennent, ils sont énormément en demande et ils voudraient que ça marche tout de suite, et voilà, mais moi c'est ce que je rappelle, c'est vous pouvez bien faire ce que vous voulez, mais moi je suis médecin. Et donc le but, c'est d'améliorer votre santé ou de ne pas la dégrader. Donc il y a des règles et puis on y va progressivement pour que ça se passe le mieux possible. L'idée, c'est que les gens ils soient en sécurité, qu'on leur donne le maximum de ce qu'ils attendent, mais pas au prix de détériorer leur santé. Donc l'acétate de cyprotérone, il faut le débuter à très petite dose, et donc c'est une deuxième façon de bloquer les androgènes. Et on y rassocie de l'œstradiol, donc de l'œstrogène, soit en voie percutanée, donc soit en crème, soit en gel, soit en patch, parce qu'il existe aussi des patchs bi-hebdomadaires, donc qu'on se colle 2 fois dans la semaine. Ça peut être une bonne solution pour ceux qui n'ont pas envie de se tartiner pendant des heures et d'attendre que ça sèche. Donc c'est une bonne idée. Enfin, moi je leur dis de le coller derrière sur la fesse là et ça marche bien. Après, il faut pareil, pas être super poilu non plus pour pas que ça se décolle. L'idée, c'est œstrogène, un bloqueur plus ou moins selon l'étage où on va le bloquer. Donc si on le bloque à partir de l'axe gonadique des gonadotrophines, ça va être la triptoréline, ou ce qu'on connaît sous le nom de décapeptyl ou énantone ou salvacil. Mais c'est une injection par mois, et cette injection, on va la renouveler, et puis si tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, moi là c'est pareil, je vérifie les dosages hormonaux. Si je vois que la testo elle baisse très bien et tout ça, après on passe à des phases d'injection tous les trimestres. Donc une fois tous les 3 mois, c'est quand même assez acceptable en termes de traitement et de contraintes. Et on y rajoute l'œstrogène. Si en gel ou en percutané, ça ne fonctionne pas, des fois on tente en voie orale, à dose, pareil, progressivement croissante. Alors pourquoi on donne des doses progressivement croissantes? C'est parce qu'au départ, si on donne une dose très importante d'emblée, des fois les gens ils se sentent nauséeux, ils vont perdre du poids. Et le poids, c'est quelque chose d'important à garder parce que qu'est-ce qui fait des seins? C'est le gras. Et donc si on n'a pas de gras, on n'a pas de seins. Puis après, ne serait-ce que pour sa santé en général. Donc si on fait une trop grosse dose d'œstrogène, on va avoir des nausées. Si les gels, les crèmes, les patchs ou les comprimés ne suffisent pas, quand on a associé et des injections et un bloqueur comme l'Androcur, on peut éventuellement, mais c'est pas recommandé en France, associer du bicalutamide. Alors le bicalutamide, c'est un traitement qui est normalement, comme la majorité des traitements qu'on donnait initialement pour traiter les cancers de la prostate, puisque c'est un anti-androgène assez puissant aussi. Et donc ça fonctionne quand même sur tout ce qui est pilosité et tout ça, ça marche. Mais l'effet secondaire, c'est les hépatites. Donc il y a eu quand même des hépatites fulgurantes. Donc c'est pareil, moi je préfère vérifier le bilan sanguin une fois de temps en temps, en tout cas au moins au début. Et puis après, petit à petit, on espace si on voit que c'est bien toléré. Et après, il y a l'histoire et toute la polémique sur la progestérone. Alors, dans une phase cyclique d'une femme cis, on a la phase de l'œstradiol, puis ensuite la phase de la progestérone. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, après tout, le but c'est de faire exactement ces phases-là et de le prendre. Alors il y en a qui le prennent en façon cyclique, et il y en a d'autres qui le prennent en continu. Moi, ce que je conseille, et ce qui a été quand même assez prouvé dans les études, c'est qu'il vaut mieux d'abord commencer par une dose d'œstrogène pour qu'il y ait un volume mammaire qui pousse quand même pas mal, et après on dit que la progestérone, ça peut jouer sur la forme et l'écartement des seins. Ça, c'est beaucoup dans l'ouï-dire. Il n'y a pas vraiment d'études qui disent franchement c'est mieux avec ou c'est mieux sans. Donc après, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des souhaits, ça va dépendre aussi des variations de LH et FSH qui sont les hormones qui viennent de l'hypophyse, qui sont celles qui stimulent les testicules. Parce que la progestérone, elle peut permettre de freiner un petit peu ce truc-là. Et donc du coup, si avec un peu d'œstrogène, vous n'êtes pas freiné, on peut rajouter un petit peu de progestérone qui va être anti-gonadotrope. Après, il ne faut pas en prendre des trop grosses doses non plus. Donc tout ça, c'est dans la nuance. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est bien de temps en temps de faire des surveillances. Après, il y a des gens qui s'automédiquent. Après, ça, c'est à eux de voir aussi. C'est pas que physique. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas forcément le ressentir quand il y a des surdosages. Par contre, il y a des risques.
Comme tous les médicaments qu'on prend, hein, c'est jamais tout blanc, tout noir, mais on a des effets positifs, mais on a aussi des effets négatifs. Donc dans les effets négatifs, ça va être de surveiller le bilan lipidique, cholestérol et glycémie, et également rajoute un risque cardiovasculaire qu'on appelle le risque thromboembolique. En fait, les œstrogènes, ils sont à risque de phlébite et ensuite éventuellement d'embolie pulmonaire. L'idée, c'est de voir votre niveau de risque avec votre médecin. Après, en termes de chirurgie, il y a quand même un débat là-dessus sur le fait d'arrêter ou pas arrêter les hormones avant une intervention chirurgicale. Après, tout dépend de l'intervention. Si c'est au niveau de la féminisation de la face, ce ne sont pas des chirurgies qui sont hautement thromboemboliques. Mais par contre, quand c'est la chirurgie du petit bassin ou la chirurgie pelvienne, là, il faut en parler à votre chirurgien et surtout à votre équipe. En fait, il faut que l'anesthésiste il soit au fait. Moi, classiquement, ce que je demande, c'est d'arrêter une quinzaine de jours avant-après. Mais après, ça dépend des équipes. Donc, il faut voir aussi quel type de traitement vous avez. Parce que si c'est péros, c'est un petit peu plus thromboembolique que si c'est en voie percutanée. Ça dépend aussi de vos antécédents familiaux. Si toute la famille a fait des embolies pulmonaires, franchement, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Si personne n'en a fait et que vous êtes mince, pas fumeuse, pas à risque, etc., et que vous prenez bien les anticoagulants quand on vous prescrit les piqûres, il n'y a pas de gros risque en fait. Voilà. Après, il n'y a pas d'études pareil qui disent au long terme, il y a eu tant de personnes qui ont eu des embolies, il y en a eu tant qui n'en ont pas eu. Dans les chirurgies, en particulier dans les chirurgies pelviennes, c'est important d'avoir une testostérone qui soit assez basse, voire même bien effondrée, parce que évidemment, quand il va y avoir l'orchidectomie, on va retirer la partie testiculaire qui fabrique la testostérone, et donc du coup, le risque, si vous n'avez pas une testostérone qui soit vraiment basse, c'est d'avoir un effet de dépression en fait qui est en rapport avec l'andropause, on va dire, ou la chute brutale des stéroïdes. Comme justement à ce moment-là, on demande d'arrêter transitoirement les œstrogènes, si votre testo elle n'est pas basse, vous allez vous retrouver comme quelqu'un qui aurait brutalement une ménopause. Le risque, c'est effectivement d'avoir des remontées de dépression, des choses comme ça, c'est sûr. Quand vous avez une chirurgie pelvienne, une fois qu'il n'y a plus les gonades qui vont fabriquer des stéroïdes, forcément, vous n'avez plus besoin de traitements qui soient anti-stéroïdiens, donc vous n'avez plus besoin de bloqueurs d'androgènes. En fait, si vous fabriquez plus de testostérone, ça n'a plus d'intérêt de prendre de l'androcure ou un traitement anti-androgénique. Alors, je vais apporter une petite précision parce que j'ai eu une patiente qui avait un traitement et qui se disait j'ai plus de testostérone parce qu'il n'y a plus de testicules, mais pourtant qui avait un petit dosage de testostérone. Il y a un autre endroit, un deuxième endroit où on fabrique la testostérone, c'est au niveau des surrénales. Toute personne humaine, homme ou femme, fabrique de la testostérone, même si on n'a plus de testicules. Et donc, il ne faut pas avoir une testo qui soit non plus au ras des pâquerettes, parce que l'avantage d'avoir un peu de testostérone, c'est sur la libido. Une femme comme un homme ont toujours un peu de testostérone. Donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Voilà, une femme, elle a des poils aussi. Donc voilà, on n'est pas non plus glabre. Et il faut savoir relativiser des fois l'image qu'on se fait d'une femme ou un homme. Il y a un cas particulier où on n'aime pas trop quand même que les gens aient des œstrogènes. Enfin, il y a 2 cas. Et c'est pour ça que l'entretien médical au départ, il est hyper important. C'est que les œstrogènes, donc, ils agissent par l'intermédiaire de récepteurs cellulaires. Donc il y a des récepteurs sur les cellules et l'œstrogène, il se pose sur le récepteur et il va aller travailler dans la cellule. Et s'il y a des mutations de ces récepteurs et qu'il y a des cancers favorisés par des mutations des récepteurs aux œstrogènes, on déconseille, par exemple, c'est dans les historiques familiaux de cancer du sein, là on évite de prescrire des œstrogènes. Donc c'est quand même, il y a des cas où il faut rester hyper vigilant ou alors vraiment des toutes petites doses où vraiment il faut faire une grosse surveillance. Après, dans les études, quand les gens sont bien surveillés, il n'y a pas plus de risques. C'est pareil dans les questions que peuvent se poser les gens au traitement par œstrogène, ou que ce soit en percutané ou en pilule. De la même façon que chez les femmes cis, on s'est posé la question des pilules, si ça a donné des cancers du sein. Chez les personnes trans, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas plus de cancer du sein que dans la population générale si elle est bien suivie. Et donc il faut, de la même façon que quelqu'un qui a des seins, faire des mammographies au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est un cas particulier, mais qu'il faut souligner. Et l'autre cas particulier, c'est quand il y a des mutations des facteurs thromboemboliques. Il y a des mutations génétiques qui font que dans certaines familles, il y a beaucoup d'embolies pulmonaires et beaucoup de risques. Et c'est les mutations qu'on appelle le facteur Leiden ou le facteur 5 ou la protéine C activée. Enfin voilà, c'est certains cas vraiment très particuliers. Mais si vous savez que vous avez ça dans votre famille, dites-le au médecin et il adaptera le mieux possible. Il y a une réunion de concertation pluriprofessionnelle qui se tient à Paris
Et si on a des questions, on peut aller les solliciter pour leur demander leur avis. Une chose importante, avant toute chirurgie pelvienne et donc dans la transition, quand on commence à donner des traitements hormonaux, etc., moi systématiquement à la première consultation, je fais le listing des choses que je pense importantes pour que les gens soient déjà informés avant le changement du numéro de sécurité sociale, de la préservation des gonades. Donc que les gamètes puissent être mises en préservation, si la personne le souhaite, c'est quand même une chose importante à leur dire avant de débuter les traitements. Même si quand il n'y a que les traitements hormonaux, on peut les interrompre et ça peut reprendre, franchement c'est quand même plus confortable, en tout cas du point de vue médical, et plus fiable en termes de qualité des spermatozoïdes de faire la conservation avant de débuter le traitement. Comment j'ai commencé à travailler avec des personnes trans? En fait, c'est une question au départ qui m'a posé beaucoup de questions, justement. Ça m'a même valu des nuits blanches, en vrai. C'est quelque chose où je me suis posé la question, surtout en tant que médecin, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? J'avais été un peu ébranlée par un couple de personnes trans qui venaient consulter, et à l'époque, je n'étais pas formée, je connaissais pas, et voilà, c'était il y a quelques années, il y a 25 ans. Et puis après, au bout de 10 ans, il y a eu des personnes qui ont voulu consulter pour ça. Et là, je me suis dit, non, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me forme, et donc je me suis formée, surtout, voilà. La question qui me posait vraiment des soucis personnels sur le plan éthique, c'était que ces personnes-là revendiquer d'être prise en charge et nous en tant que médecins ce qu'on nous demande c'est de soigner des maladies ou de soigner et en fait après je me suis bien acclimatée à tous les vocabulaires etc et puis en fait je me suis bien rendu compte que de la même façon qu'on soigne quelqu'un en lui donnant la pilule pour pas avorter etc c'est un soin pour autant la personne n'est pas malade et que là dans la même façon de faire on va soigner des gens et c'est vraiment du soin et pourtant ils sont pas malades et c'était une contradiction qui me posait question au départ. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, ces personnes-là vont être malades parce qu'il y a des co-occurrences et on sait que si on ne le soigne pas, même si c'est pas une maladie à la base, ça va engendrer des problèmes. Et donc, moi, c'est là-dessus que ça m'a fait évoluer et que j'ai pu ensuite faire mon travail de médecin et d'endocrinologue, donc pour prescrire des hormones et de façon assez sereine, je dirais.